tu es folle. C'est la phrase qui désarme la femme la plus intelligente, la plus déterminée, et lui fait remettre en question sa propre santé mentale. Ce n'est pas un argument, c'est une arme psychologique. Et la plupart des femmes, 99% d'entre elles, l'ignorent, la considérant comme un simple coup de stress de sa part, une banale dispute de couple. Le danger, ce n'est pas la phrase elle-même. Le danger, c'est qu'elle est le symptôme d'un schéma de manipulation bien plus profond, un schéma conçu pour éroder votre pouvoir mental et réduire au silence votre intuition. Et aujourd'hui, nous allons disséquer non seulement cette phrase, mais aussi ses deux sœurs mortelles, les tactiques qu'un narcissique utilise pour briser votre réalité et vous faire croire que le problème, c'est vous. Nous allons exposer le mécanisme. Vous rentrez chez vous après un rendez-vous qui semblait correct, mais quelque chose clochait. Vous ouvrez votre application de messagerie et vous ressentez cette profonde fatigue mentale. Vous vous surprenez à repasser des conversations dans votre tête, non pas avec joie, mais comme un détective cherchant des failles. Dans votre logique, est-ce que j'exagère? Est-ce que j'ai vraiment mal compris ce qu'il voulait dire? Peut-être que je suis trop sensible. Vous, une femme qui organise sa vie, qui prend des décisions complexes, qui sait ce qu'elle veut, vous vous sentez soudain petite, perdue, incertaine. Ce sentiment de brouillard mental, cet épuisement qui n'est pas physique, mais psychique. Ce n'est pas le travail normal d'une relation. C'est le résultat d'une érosion psychologique. Cette confusion est l'objectif. C'est une tactique de disqualification. Et l'antidote à la disqualification, ce n'est pas de débattre plus fort, c'est d'avoir une méthode. C'est d'avoir un processus d'analyse, un filtre. C'est exactement ce dont je parle dans mon guide, le processus de vetting. Il ne s'agit pas de trouver l'homme parfait, car il n'existe pas. Il s'agit d'avoir les outils mentaux pour identifier l'homme incompatible ou dangereux bien avant qu'il n'ait la chance de drainer votre énergie et de planter cette graine du doute. Le vetting, le processus de sélection, est votre défense logique contre la manipulation émotionnelle. C'est ce qui empêche ce brouillard de s'installer. Commençons par la phrase maîtresse, la plus célèbre, l'arme nucléaire de la manipulation, « tu es folle » et ses variantes, « tu exagères »,« tu es parano », ça n'est jamais arrivé. Cette tactique a un nom clinique, le gaslighting. C'est le déni systématique de votre réalité. La définition est simple. C'est la tentative d'un individu de faire douter l'autre de sa propre perception, de sa mémoire ou de sa raison. La psychologie derrière cela est fondamentale. Le docteur Ramani Durvasula, l'une des plus grandes expertes en narcissisme pathologique, explique que les narcissiques ont une aversion profonde pour la culpabilité et la responsabilité. La réalité, pour eux, est flexible. Si la réalité, ce que vous avez vu, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, le fait paraître mauvais, inadéquat ou en échec, il doit détruire cette réalité. Il ne peut pas se contenter d'être en désaccord avec vous. Il doit vous invalider, vous, le témoin. En vous traitant de folle ou de parano, il ne débat pas du fait. Il attaque votre droit d'avoir perçu le fait. Il réécrit le scénario en temps réel et vous caste dans le rôle du personnage non fiable de l'histoire. Imaginez Anaïs. Elle est avec Marc depuis 6 mois. Sa vie est organisée, elle a ses standards, elle est intelligente. Un mardi soir, ils regardent une série. Le portable de Marc vibre sur la table basse. L'écran s'allume. Anaïs voit l'aperçu sur l'écran verrouillé. Un message de Julia, travaille avec 3 émojis cœur. Son intuition s'affole. Elle ne fait pas de scène. Elle attend la pub et, calmement, demande « Marc, c'est qui Julia? Pourquoi elle t'envoie des cœurs à 10 heures du soir? » Que ferait un homme sain? Il dirait « Ah, c'est ma collègue. Elle est un peu too much avec les émojis. C'était à propos du projet X. Tu veux voir? » Il offre la transparence. Que fait Marc? Il explose. « Quoi? Tu fliquais mon téléphone? Mais t'es folle ou quoi? Quel parano! C'est comme ça que tu me fais confiance? Je ne peux pas avoir d'amis? Tu es beaucoup trop jalouse. » Voyez l'inversion. En 10 secondes, la conversation n'est plus sur le message inapproprié de Julia, mais sur la paranoïa
et la jalousie d'Anaïs. Il l'attaque pour avoir vu le message et ne donne aucune explication sur le message. Il hausse le ton, utilise des mots forts jusqu'à ce qu'Anaïs, qui est une femme affirmée dans le reste de sa vie, se rétracte. Elle commence à penser « Mon Dieu, est-ce que j'ai été intrusive? Est-ce que je suis si jalouse ?» Sa question originale n'a jamais eu de réponse. Le danger ici est dévastateur. Ce n'est pas la dispute. C'est que, si cela se produit à répétition, vous cessez de faire confiance à votre propre jugement. Votre intuition, qui est votre meilleur outil de navigation dans la vie, commence à être réduite au silence. Vous voyez un drapeau rouge et votre cerveau, maintenant entraîné par lui, murmure « Vraiment? Ou est-ce que j'exagère encore ?» Vous devenez aveugle au danger réel parce qu'on vous a convaincu que votre alarme incendie est défectueuse. La solution MAV pour cela est ce que j'appelle l'ancrage dans la réalité. Quand il attaque votre perception, n'acceptez pas le postulat de base. Refusez de débattre de votre santé mentale. Ramenez la conversation aux faits de manière froide et logique. S'il dit « Tu es folle, je n'ai jamais dit ça », votre réponse n'est pas « Je ne suis pas folle ». Votre réponse est « Ma santé mentale n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que mardi, tu as dit « le fait ». Concentrons-nous là-dessus. » S'il dit « Tu es parano de poser des questions sur ce message », votre réponse est « Je ne débat pas de mon niveau de paranoïa. Je pose une question sur un message précis que j'ai vu. Peux-tu me l'expliquer? » S'il refuse, s'il continue l'escalade, s'il continue de vous attaquer au lieu de répondre aux faits, vous n'avez besoin de rien de plus. Son refus est la réponse. Son refus d'être transparent est la confirmation que votre intuition était juste depuis le début. Maintenant, si la première phrase « Tu es folle » attaque votre raison, la seconde est plus subtile, mais tout aussi destructrice. Elle attaque votre droit de ressentir. C'est la phrase « C'était juste une blague » et ses variantes « Tu es trop sensible »,« Tu n'as pas d'humour »,« Oh là là, quel drame !» C'est la tactique de la minimisation déguisée en humour. C'est l'insulte suivie d'une négation. Il vous lance une pique, souvent en public. Un commentaire sur vos vêtements, une blague sur votre intelligence, une moquerie sur une petite erreur que vous avez commise. Quand vous réagissez, quand votre expression change, quand vous montrez votre gêne ou votre douleur, il se cache immédiatement derrière la blague. La psychologie ici, c'est ce que le Dr John Gottman, le plus grand chercheur au monde sur les relations, identifie comme le mépris, contempt. Le mépris, selon Gottman, est le principal indicateur de divorce, plus que tout autre facteur. Et cette petite blague est du mépris déguisé. Il ne plaisante pas. Il teste vos limites. Il regarde quelle quantité de manque de respect vous êtes prête à avaler sous prétexte d'être légère et drôle. C'est une façon d'établir sa dominance, de vous rabaisser subtilement pour qu'il se sente supérieur. C'est la mort par 1000 coupures. Prenons la mini-histoire. Imaginez Claire et Daniel. Ils sont à un dîner avec des amis. Claire est intelligente, éloquente et raconte un projet qui la passionne. Au milieu de son histoire, Daniel l'interrompt et dit à la tablée en riant « Ouais, Claire, quand elle parle comme ça, on dirait qu'elle sait tout. Mais vous auriez dû la voir essayer de monter ce meuble hier. C'était un désastre. » Et il rit. Les amis ont ce rire gêné, inconfortable. Claire s'arrête. Elle se sent immédiatement humiliée et exposée. Son enthousiasme retombe. Plus tard, dans la voiture, elle dit calmement « Daniel, je n'ai pas aimé ce que tu as dit au dîner. Je me suis sentie rabaissée. » Sa réponse est immédiate. « Oh là là, chérie, c'était juste une blague. Tu es beaucoup trop sensible. Je te taquinais, c'est tout. On ne peut plus rigoler avec toi? Tu prends tout au sérieux. » Regardez bien. Il ne s'excuse pas. Il l'accuse de manquer d'humour. Il la fait se sentir coupable de s'être sentie mal à cause de son insulte. Le danger, c'est que vous commencez à accepter le manque de respect. Vous abaissez vos propres standards pour essayer d'être la fille cool, la partenaire sympa qui sait rigoler. Vous commencez à avaler de petits poisons quotidiens. Et chaque fois que vous avalez une insulte déguisée en blague, votre respect de vous-même s'érode. Vous lui apprenez que vos sentiments n'ont pas d'importance.
La solution MAVC est la limite immédiate et élégante, sans émotion, sans drame, mais avec une fermeté absolue. Au moment où la blague survient, vous n'avez pas besoin d'attaquer. Vous déclarez « c'est tout ». Vous pouvez dire d'un ton neutre « Je comprends que tu aies trouvé ça drôle. Pour moi, ça ne l'était pas. Ne me parle plus comme ça. » Ou s'il dit « c'est juste une blague », votre réponse est « je comprends. Mais pour moi, ce genre de blague ne fonctionne pas. » Point final. Ce n'est pas une demande, c'est une déclaration. Ce n'est pas un débat. Vous ne lui demandez pas la permission de ne pas aimer l'insulte. Vous l'informez de quel est votre standard. S'il se moque de votre limite, s'il dit « Ah, ça y est, la susceptible », il vous donne une information précieuse. Il ne respecte pas vos limites. Cette solution exige de la fermeté. Et beaucoup de femmes que je coach ont du mal précisément à ce moment-là. Comment poser la limite sans paraître agressive ou susceptible? Comment dire non de façon élégante mais définitive? C'est une compétence qui demande de l'entraînement et franchement des scripts. J'ai vu tellement de difficultés sur ce point précis que j'ai créé un outil dédié à cela dans mon Kit Vetting Pro. C'est le manuel des limites, les scripts pour dire non. Il vous donne les mots exacts, le ton exact pour calibrer ces situations, que ce soit avec sa petite blague, avec des demandes que vous ne voulez pas satisfaire ou avec des tentatives de précipiter la relation. C'est un manuel pratique pour remettre la conversation sur les bons rails, avant qu'elle ne déraille, et que vous ne soyez dépeinte comme la difficile. C'est communiquer votre valeur sans avoir besoin d'élever la voix. Cela nous amène à la troisième phrase, la plus insidieuse de toutes, car elle semble logique. C'est l'inversion de la culpabilité, ou blame shifting. La phrase ressemble à ceci. « Si tu n'avais pas fait X, je n'aurais pas fait Y. » Exemple, « J'ai crié seulement parce que tu m'as poussé à bout. » J'ai regardé cette femme seulement parce que tu ne me donnes plus d'attention. J'ai disparu seulement parce que tu m'étouffais avec tes messages. La définition est le transfert total de responsabilité. Contrairement au gaslighting, où il nie la réalité, ici, il admet l'action. Oui, il a crié. Oui, il a disparu. Mais la faute de son action, c'est la vôtre. La psychologie derrière cela est fascinante. Les philosophes stoïciens, comme Épictète, nous ont enseigné il y a des millénaires à nous concentrer sur ce que nous contrôlons, nos pensées, nos jugements et nos actions. Le manipulateur fait exactement l'inverse. Il insiste sur le fait que vos actions, qu'il ne contrôle pas, sont la cause directe et inévitable des siennes, qu'il devrait contrôler. C'est une mentalité de victime professionnelle. Il s'exonère de toute responsabilité. Il n'est qu'un réactif à votre comportement toxique. C'est une position infantile. C'est l'enfant qui dit « c'est lui qui a commencé ». L'exemple typique est celui de Sophie et Lucas. Lucas a l'habitude de disparaître. Il prévoit de se voir vendredi. Vendredi après-midi, il cesse de répondre. Sophie envoie un message. Rien. Elle appelle. Messagerie. Elle passe la soirée inquiète, anxieuse. Il lui est arrivé quelque chose? Il va bien? Il est avec une autre? Samedi après-midi, il réapparaît. Il envoie un « Salut toi ». Sophie, naturellement, est contrariée et inquiète. Elle dit « Lucas, où étais-tu? J'étais morte d'inquiétude. Tu as disparu. » Sa réponse est un classique de l'inversion de la culpabilité. « J'avais besoin d'espace. Tu m'étouffais. Si tu n'étais pas si anxieuse et que tu ne m'envoyais pas autant de messages, j'aurais eu l'esprit à te prévenir. Tu me mets trop de pression et du coup, j'ai besoin de disparaître. » Analysez cela. Son anxiété, qui a été causée par sa disparition, est maintenant utilisée comme la justification de sa disparition. C'est une boucle de manipulation parfaite. Le danger, c'est que vous commencez à y croire. Vous entrez dans un cycle d'autosurveillance. Vous commencez à marcher sur des œufs. Vous pensez « Ok, la prochaine fois, s'il disparaît, je n'enverrai pas de message. Je ferai comme si ça m'était égal.
Peut-être qu'alors il ne criera pas. Peut-être qu'alors il ne disparaîtra pas. Vous devenez responsable de la régulation émotionnelle de deux adultes. Vous dépensez toute votre énergie mentale à essayer de prévoir ce que vous pouvez faire pour éviter sa prochaine explosion. Votre vie devient un champ de mines. La solution MAV est la responsabilité non transférable. Vous devez rejeter son postulat logique. Quand il dit « J'ai crié parce que tu », votre réponse est froide et chirurgicale. Nous sommes deux adultes. Mes actions sont ma responsabilité. Tes réactions sont les tiennes. Mon inquiétude ou ma question est légitime. Ton choix de crier ou de disparaître ou de manquer de respect était 100% le tien. Ne me transfère pas cela. Il n'aimera pas. Il vous accusera d'être froide, de ne pas comprendre. Mais vous n'êtes pas là pour qu'il aime, vous êtes là pour protéger votre esprit. Un homme mature, en entendant cela, sera peut-être irrité, mais il réfléchira. Un narcissique ou un manipulateur fera une escalade, car vous venez de désarmer son outil favori. Maintenant, demandons-nous, pourquoi ces 3 phrases fonctionnent-elles si bien? Elles ne fonctionnent pas au premier rendez-vous. Si un homme vous traite de folle, la première fois que vous sortez, vous le bloquez et vous passez à autre chose. Elles fonctionnent au 3e mois, au 6e mois, et elles fonctionnent grâce à la préparation du terrain. La tactique qui rend ces phrases efficaces, c'est le love bombing, bombardement d'amour. Avant la dévalorisation, là où vivent ces 3 phrases, vient l'idéalisation. Le love bombing, c'est le premier mois parfait. Ce sont les fleurs inattendues à votre travail. Ce sont les messages « Bonjour ma déesse » avant même votre réveil. C'est lui qui dit « Je t'aime » en 3 semaines. C'est lui qui dit « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es différente de toutes les autres. » La psychologie de cela, comme l'expliquerait Jung, est une projection. Le narcissique, au fond, est vide. Il ne vous voit pas, vous. Il projette sur vous l'idéal de la femme parfaite, la sauveuse, l'âme sœur qui va enfin le réparer ou le compléter. Il ne tombe pas amoureux de vous. Il tombe amoureux de l'idée de vous et de ce que vous lui faites ressentir sur lui-même. Il vous place sur un piédestal si haut que la vue est magnifique, mais l'air y est rare. Le danger, c'est que c'est addictif, c'est une drogue. Vous vous sentez vu, adoré, spécial. Et quand le piédestal se brise inévitablement, parce que personne ne peut soutenir une projection idéalisée éternellement, et que la phase de dévalorisation commence, la chute est brutale. Et c'est là que les 3 phrases entrent en jeu. Il vous traite de folle et vous êtes désespéré, non pas parce qu'il vous a insulté, mais parce que la déesse qu'il voyait ne serait pas folle. Vous ne vous battez pas pour l'homme réel qui vous insulte. Vous vous battez pour retourner sur le piédestal. Vous vous battez pour cette phase parfaite qui, en réalité, n'a jamais été réelle. La solution MAV contre le love bombing est le calibrage et le rythme. Une femme de haute valeur, une femme MAV, se méfie de ce qui va trop vite. Elle comprend que l'intensité n'est pas l'intimité. L'intimité se construit avec le temps, la constance, la vulnérabilité mutuelle. L'intensité est une performance. La solution est d'observer la constance dans le temps, pas l'intensité du début. Elle apprécie le geste, mais elle ne devient pas accro à la validation. Elle garde son propre rythme. Et finalement, que se passe-t-il lorsque vous appliquez la solution MAV? Que se passe-t-il lorsque vous ancrez la réalité contre le gaslighting ou lorsque vous posez la limite contre la blague? Que se passe-t-il lorsque vous rejetez l'inversion de la culpabilité? Vient la punition, la tactique finale qui lie toutes les autres, le traitement par le silence, silent treatment. Le manipulateur ne dira pas « Tu as raison, mon comportement était inapproprié ». Non, il va vous punir d'avoir osé le défier. Le traitement par le silence est du contrôle coercitif, c'est de l'abus psychologique. Il arrête de vous parler. Il vous ignore pendant des heures ou des jours. Il reste sur son téléphone à côté de vous, mais ne répond pas à vos questions. Il agit comme si vous n'existiez pas. La psychologie de cela est de créer une anxiété extrême en vous. L'être humain est un être social. Être expulsé de la tribu, ce que le silence simule, active nos peurs les plus primitives d'abandon. Il le sait.
Il vous place dans ces limbes d'anxiété pour que vous cédiez, pour que vous reveniez, en vous excusant pour quelque chose que lui a fait. C'est un dressage. Il vous dresse à associer « poser mes limites » à être abandonné et ressentir une douleur atroce. Reprenons l'histoire de Claire et Daniel. Après la dispute sur la blague, Claire dit « Ne me parle pas comme ça ». Daniel ne répond pas. Il se détourne. Il reste muet dans la voiture. Il rentre chez eux. Il va dans son bureau. Il l'ignore le reste de la soirée. Le lendemain, il répond par monosyllabe. Claire commence à paniquer. « Mon Dieu, est-ce que j'ai été trop dure? Est-ce que j'ai tout gâché? Ce n'était qu'une blague après tout. » Le 3e jour, elle va le voir et s'excuse. « Excuse-moi pour hier. J'étais sensible. » Il la pardonne alors, gracieusement. Le dressage est terminé. Claire a appris que le prix pour avoir l'attention de Daniel est d'avaler le manque de respect. Le danger est évident. Vous perdez votre voix. Le prix à payer pour maintenir la paix dans la relation est votre silence et votre soumission totale. La solution Maeve est de voir le silence pour ce qu'il est. Une tactique de manipulation infantile, pas un signe de votre échec. C'est un caprice passif-agressif. Une femme aimable ne négocie pas son respect de soi. Si le prix de sa présence est votre voix, sa présence est trop chère. Vous ne courez pas après lui. Vous ne vous excusez pas. Vous utilisez son silence pour observer, avec clarté, qui il est vraiment quand il est contrarié. Et vous prenez votre décision à partir de cette clarté, pas à partir de votre anxiété. Au final, ces phrases ne sont pas des erreurs. Ce sont des outils. Tu es folle. C'était juste une blague. Si tu n'avais pas. Elles forment la trinité de la manipulation verbale. Elles sont conçues pour une seule chose, vous déstabiliser. Elles ne fonctionnent que parce que le love bombing vous a rendu accro à son approbation. Et le traitement par le silence vous punit de l'avoir défié. C'est un système fermé. La femme de haute valeur, la femme Maeve, comprend que son pouvoir n'est pas de réparer cet homme. Son pouvoir n'est pas de prouver qu'elle n'est pas folle. Son pouvoir est de voir. De voir le schéma, de reconnaître la tactique au moment où elle est utilisée. Voir le schéma est la première étape. La seconde est d'avoir le processus pour ne pas laisser ce schéma s'installer dans votre vie. C'est pourquoi j'ai condensé toute la méthode Maeve dans l'e-book « Le processus de vetting », le guide de la femme de haute valeur pour qualifier les hommes et arrêter de perdre son temps. Ce n'est pas un livre sur les jeux de séduction. C'est un guide stratégique pour qualifier le caractère, la maturité émotionnelle et la compatibilité d'un homme avant d'investir votre émotion et votre temps. Il est accompagné des bonus essentiels. Le guide, le profil magnétique Maeve, pour ajuster votre communication et attirer le bon type d'attention. L'arsenal des questions clés, pour avoir les bonnes questions lors des premiers rendez-vous, celles qui révèlent son caractère. Et le guide audio, calibrage, l'état d'esprit Maeve, pour blinder votre esprit contre cette manipulation et garder votre centre de pouvoir. Si vous êtes fatigué de ce brouillard mental, si vous voulez de la clarté, de la logique et de l'efficacité dans votre vie amoureuse, le lien vers le guide complet, avec tous les bonus, est dans le premier commentaire épinglé. Il est temps d'arrêter de réagir et de commencer à analyser. Et pour vous qui avez regardé jusqu'ici, je veux savoir, laquelle de ces tactiques, le gaslighting, tu es folle, la minimisation, c'est juste une blague, ou l'inversion de la culpabilité, si tu n'avais pas, avez-vous vécu le plus intensément? Et, plus important encore, quel a été le tournant où vous avez décidé que vous n'accepteriez plus cela? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre clarté peut être la lumière pour une autre femme qui vit encore dans le brouillard.